les podcasts du bien-être de Samoma, massage et formation. Techniques, déontologie, éthique et réflexion, mais aussi conseils autour de la pratique du massage et du soin avec Muriel Raffin. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous donner quelques nouvelles. Au départ de cette aventure pleine de joie et d'exaltation, je m'étais engagée à publier un podcast tous les 15 jours, mais la réalité me rattrape. Je dois en effet gérer pas mal de choses dans mon activité, également dans ma vie perso. J'ai donc choisi de revoir cette formule en proposant un podcast une fois par mois. Voilà, mon but n'étant pas de devenir podcasteuse, mais de transmettre des valeurs et des conseils qui me tiennent à cœur et qui me semblent importants dans la pratique du massage et du soin. Je vais donc essayer de maintenir cette fréquence autant que possible. Le sujet du jour va être l'ergonomie dans la pratique du massage. L'ergonomie qui est un équilibre entre le donneur et le receveur. J'aimerais donc aborder des aspects plus techniques liés à la pratique du massage. C'est un sujet fondamental mais parfois négligé pendant les formations. L'ergonomie, tant du côté du praticien que de la personne allongée sur la table de soins. Oui, il existe bel et bien une ergonomie pour le donneur, mais aussi pour le receveur, afin que le soin se déroule dans les meilleures conditions possibles. Alors, je vais vous proposer ici un regard peut-être différent de ce que l'on enseigne communément dans les écoles de massage. Ce point de vue, je l'ai forgé au fil de mes expériences, de mes observations, mais aussi à travers mon propre ressenti corporel. Mon souhait n'est pas de vous imposer une vérité, mais de vous offrir un autre angle de vue, une autre perspective, afin que vous puissiez affiner votre propre approche et élargir votre compréhension. J'encourage d'ailleurs toujours mes élèves à se former auprès de plusieurs écoles avec différents formateurs et formatrices. Alors certes, ce n'est pas très commercial de ma part, mais c'est essentiel pour bénéficier d'un enseignement riche et pluriel. Il n'existe en effet pas une seule manière de masser ou de prendre soin. C'est la diversité des approches, des techniques et des philosophies qui crée une pratique vivante, souple et, à mon sens, adaptable. Personnellement, j'ai eu la chance d'apprendre auprès de nombreux enseignants dans des domaines variés, vous savez, le massage, le soin énergétique, mais également le yoga. Et c'est cette diversité qui aujourd'hui constitue pour moi une véritable richesse. Il arrive évidemment parfois de tomber sur un formateur dont on ne partage pas les valeurs ou les méthodes, mais même cela est formateur. Ces expériences nous apprennent toujours à nous positionner avec clarté, notamment sur le plan éthique. Alors, on va revenir donc à notre sujet, l'ergonomie du praticien, qui est un sujet donc essentiel si l'on veut exercer ce métier sur le long terme, car ne nous mentons pas, masser est un acte exigeant qui demande une certaine condition physique. Si vous débutez avec une double hernie discale, un syndrome du canal carpien ou je ne sais quoi, sachez que ce n'est pas impossible, mais ce sera sans doute plus complexe et douloureux si vous envisagez cette activité à temps plein. Il faut quand même physiquement être en bonne santé. Alors, 2 éléments qui me semblent fondamentaux, avoir un corps bien positionné et maintenir un mouvement constant, une mobilité constante. Le bon positionnement, donc c'est un dos droit et souple, sans raideur, les épaules restent basses, détendues, et le travail part toujours à partir des jambes. Selon les besoins, on peut travailler en fente, c'est-à-dire le genou avant fléchi, ou bien placer les 2 pieds sur un même axe pour travailler
de manière longitudinale, c'est-à-dire de haut en bas par rapport au corps du receveur. Donc à partir de ces deux positions que l'on retrouve très fréquemment, il faut un bon alignement articulaire, les pieds alignés aux hanches, les poignets alignés aux coudes et aux épaules, les articulations également des doigts bien alignées aux bras, à l'avant-bras. Ce bon respect articulaire est crucial. Il va permettre de protéger les articulations, d'éviter les tensions musculaires, mais également tendineux, et permettre une meilleure répartition du poids du corps. C'est d'ailleurs cette répartition qui permettra d'exercer une pression adaptée sans jamais forcer. Deuxième point important pour l'ergonomie du praticien, le mouvement, qui est une clé de l'énergie et de la protection corporelle. En effet, chaque manœuvre doit être accompagnée par un mouvement global du corps initié depuis les jambes. Ce mouvement constant permet de faire circuler l'énergie et d'éviter les crispations, notamment dans le dos et les épaules. Plus le corps est mobile, plus l'énergie circule librement. Lorsque l'on est fatigué, nous avons tendance à être plus statique dans notre pratique, voire carrément appuyé sur la table de soins pour certains praticiens, alors qu'au contraire, il faut rester dans la mobilité. Je donne souvent cet exemple, vous êtes fatigué, vous vous dites je vais rester chez moi tranquillement à me reposer, alors qu'en fait une petite marche ou une activité physique tranquille va faire que vous allez vous sentir moins fatigué. En fait, la mise en action, le mouvement, permet de se sentir souvent moins fatigué. Et bien pour la pratique du massage et du soin, c'est pareil. Plus vous allez bouger, mieux ce sera pour votre corps et votre énergie. Il y a aussi une chose que l'on pourrait ajouter à l'ergonomie du praticien, c'est le fait de ne pas hésiter à changer de posture dès que le moindre inconfort apparaît. Souvent on est focus sur un protocole sans écoute de son propre corps et on a tendance du coup à le mettre complètement de côté alors qu'il faudrait à la moindre tension par exemple de passer à la position de fente, à la position du cavalier et vice versa. Autre point important dans l'ergonomie, la respiration. La respiration qui va être un outil de régulation et d'harmonisation. C'est vraiment pour moi un pilier dans la pratique, non seulement pour le donneur mais également pour le receveur. C'est à la fois un indicateur et un régulateur de notre état intérieur. Par exemple, une respiration courte et saccadée trahit un mental agité et un stress sous-jacent, alors qu'à l'inverse, une respiration profonde et fluide est le signe d'un esprit calme, centré, disponible. Travailler sur notre respiration permet de travailler sur notre mental. Pour le praticien, respirer consciemment permet donc de rester connecté à l'instant présent, d'évacuer les tensions énergétiques mais également physiques et de rester à l'écoute de la personne. L'expiration notamment est une aide précieuse pour relâcher les tensions et se recentrer et stabiliser son mental. La technique de respiration du yoga appelée Ujjayi, qui est une respiration frottée, douce et sonore, peut être particulièrement utile dans ce contexte. Donc ça, c'est pour le donneur, mais on va également parler du receveur. Une respiration calme et posée chez le masseur va amener une atmosphère rassurante pour la personne qui reçoit le massage. Le receveur se synchronise inconsciemment à cette stabilité. On peut également lui proposer en début de massage des exercices de respiration ou l'inviter également à bien respirer si on voit qu'il a du mal à lâcher prise ou si des zones sont plus tendues pour l'inviter à relâcher profondément. Voilà, moi personnellement, en dehors des séances de massage, forcément je recommande de pratiquer régulièrement des exercices de respiration
pour se décharger, se recharger en énergie, stabiliser son système nerveux et renforcer sa présence. Voilà pour l'ergonomie du donneur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ergonomie du receveur, c'est-à-dire le respect de l'intelligence de son corps. On parle effectivement souvent donc de la posture du praticien, celle qu'on vient d'aborder, mais rarement de celle du receveur. Et pourtant, elle joue un rôle déterminant dans la pratique du massage. En effet, une personne mal installée peut provoquer des contraintes importantes pour les praticiens. Cela dit, personnellement, je ne suis pas favorable à l'approche qui consiste à repositionner systématiquement le receveur dans l'axe parfait de la table ou de lui écarter mécaniquement les jambes à partir des chevilles ou autres pour qu'elles soient bien parallèles au rebord. C'est très souvent ce qui est enseigné dans les écoles, prendre le corps de la personne et le replacer dans l'axe. Alors pourquoi je ne suis pas favorable à cette technique ? Parce que tout simplement, si la personne s'est allongée de cette manière, c'est probablement parce qu'elle s'y sent bien. Donc réaligner son corps de force, entre guillemets, peut provoquer une dissonance intérieure. C'est-à-dire que le corps peut être droit sur la table, mais la personne se sentira intérieurement de travers. Personnellement, ce ressenti est pour moi plus important que, on va dire, la géométrie extérieure. De la même manière, si ses jambes s'ouvrent naturellement vers l'extérieur, par exemple quand elle est allongée sur le dos, c'est que ses hanches, genoux et chevilles s'y prêtent sans tension. Forcer un réalignement de ses chevilles, à vouloir remettre la jambe dans l'axe pour pouvoir par exemple effectuer des mouvements autour de la cheville, pourrait générer un inconfort physique, voire une crispation subtile chez la personne. Au-delà de ces aspects purement physiques, on peut aussi voir la symbolique du fait d'écarter les jambes d'une personne, comme j'ai pu l'aborder dans d'autres podcasts, notamment celui du consentement ou du respect de la pudeur. On ne connaît pas le vécu et le passé de la personne. On ne connaît pas son rapport à son corps, ce qu'elle a pu vivre. Et on sait très clairement aujourd'hui que malheureusement de nombreuses personnes ont vécu des violences à la fois physiques ou psychologiques, qu'elles soient d'ordre médical, personnel, professionnel, etc. Donc l'aspect symbolique est à prendre en compte, au-delà de l'aspect anatomique, pour le respect et le confort psychologique et émotionnel de la personne. Alors, mon conseil par rapport à l'ergonomie du receveur, eh bien, tout simplement, demandons à la personne, avant de commencer à la masser, lorsqu'elle est allongée sur la table, de se repositionner elle-même, afin qu'elle soit à la fois dans l'axe de cette table, mais également que l'écart de ses jambes nous soit confortable pour la pratique à venir. Lorsqu'elle se retourne, à ce moment-là également, lui demander à nouveau de bien se placer. Voilà, c'est à mon sens à nous, praticiens, de nous ajuster dans le respect de son confort à la fois anatomique, psychologique et émotionnel. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? Merci de partager, de commenter, de liker et retrouvez-moi dans un nouveau podcast dans 15 jours. À bientôt!